Bonjour à tous, merci d'être présents. On va commencer ce webinaire en présentant la société Amara, qui nous sommes, dans la mesure où nous sommes un acteur récemment, on va dire, implanté sur le territoire français. Euh, Aujourd'hui, Amara est une société d'origine espagnole qui existe depuis 1965. Historiquement, on était en charge de la logistique pour la société Iberdrola. On s'occupait de tout ce qui était livraison des transformateurs, etc. De par effectivement cette expérience en logistique, Amara s'est ensuite diversifié dans la distribution de matériel, donc essentiellement de tout ce qui est pompe à chaleur, chauffage, etc. dans les années 70-80, et l'entreprise a pris le virage du renouvelable au début des années 2000. Aujourd'hui, on est présent dans 11 pays. Donc en Europe, on est présent en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce. Et on est aussi présent essentiellement dans les pays d'Amérique latine et Amérique du Sud, donc Mexique, Brésil, Guatemala. Et on s'en est implanté depuis 2 ans maintenant, dans le sud des États-Unis. Donc aujourd'hui, Amara N0, c'est 1800 collaborateurs, un peu plus de 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on est présent essentiellement sur le domaine du photovoltaïque, de l'éolien, de la pompe à chaleur, des bornes de recharge. En France, on est implanté depuis août 2024, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Le siège social est basé à Lyon. Nos stocks sont aussi à Lyon. Et ensuite, nous sommes présents en région au niveau commercial. Et après, toute la partie administrative, logistique, technique, elle est basée sur Lyon. Globalement, on intervient, on va dire, nous essentiellement en France, sur le photovoltaïque et la borne de recharge IRVE. On va travailler sur les trois grands domaines qui vont être effectivement essentiellement le CNI, le utility et effectivement un petit peu de résidentiel. Euh, Au niveau des produits et de nos, on va dire, des services que l'on associe, globalement, on est sur des livraisons de matériel à peu près en 5 jours ouvrés. On réalise tout ce qui est études de dimensionnement, études économiques. On fait de la relation avec, effectivement, si besoin, des bureaux d'études, agrégateurs. L'idée, c'est de vous accompagner dans le montage de dossiers, vous faire monter, effectivement, en compétences sur des sujets un petit peu spécifiques. On organise des formations comme les webinaires, des formations sur site si vous avez besoin. Donc, on va dire tout ce qui va être le travail et le job d'un distributeur spécialisé. Au niveau des produits que nous commercialisons, donc essentiellement les modules, ça sera essentiellement GE Solar, Trina, Longi et DaSolar. Au niveau des onduleurs, on travaille avec Sungrow, Huawei, en face Solax et Omiles. Au niveau des coffrets, Technidil et Stobi. On travaille aussi un petit peu avec Elexpert. Au niveau de la batterie, on retrouve un petit peu nos partenaires onduleurs, donc Huawei, Sungrow en face Solax et Omiles. Au niveau de la structure de pose, essentiellement euh, K2 et SDEC et Sunfair, on est plutôt, on va dire chez Sunfair, on fait plutôt tout ce qui est ombrière de parking. On a une vraie, on va dire, sensibilité au niveau de la bande de recharge. On travaille avec des gens comme Zaptec, SunGrow, Wellbox et Snappy. Ça, c'est aussi un sujet où on est capable de vous accompagner. Si vous avez effectivement des sujets bornes, notamment sur des ombrières de parking, sur du tertiaire, on est capable effectivement de vous accompagner en termes de déploiement. Donc, tout ce qui va être installation, maintenance, gestion des abonnements, rémunération des bornes, etc. Donc voilà un petit peu nos différentes activités. Au niveau de l'équipe commerciale, donc moi je suis Johan, je suis le responsable commercial, je suis basé dans le sud-ouest. Donc si vous êtes effectivement sur cette partie-là, ça sera avec plaisir qu'on peut se rencontrer. Nous avons Nicolas qui lui est basé plutôt sur la partie nord-est de la France.
Benjamin sur la partie sud-est et Mélissa qui vient de nous rejoindre depuis peu, qui elle est plutôt en mode sédentaire et qui effectivement vient prendre le relais si les autres personnes sont occupées. Au niveau de l'équipe globale en France, on est à peu près une quinzaine de personnes. On a une personne au support technique, on a quatre personnes à l'ADV, bon, comptabilité, DRH, etc. Donc on est quand même, voilà, on est quand même structuré. On va continuer à se structurer les prochains mois et les prochaines années. On s'entoure de collaborateurs qui ont de l'expérience. Moi, personnellement, je suis dans le photovoltaïque depuis 2006. Nicolas aussi depuis plusieurs années. Benjamin, c'est la même chose. Et Mélissa aussi. Donc, on essaye vraiment de s'appuyer sur des personnes qui ont effectivement un profil plutôt technique et qui connaissent bien le marché, les produits et les attentes des clients. Donc voilà pour globalement pour la présentation. On a un webshop qui est disponible, qui vous permet effectivement de voir un petit peu les produits, les prix. Je vais laisser la parole à Thibaut qui va nous parler effectivement vu que ça fait un peu le sujet du jour, notamment sur la présentation Huawei avec l'environnement des BESS. Je vais laisser la parole à Thibaut qui va nous présenter, on va dire, un acteur qui aujourd'hui devient incontournable dans notre métier, que sont les agrégateurs. Bonjour à tous, donc Thibaut Maheu, Chamara, je suis directeur des opérations. Donc je vais vous parler d'un sujet qui est important, je pense, quand on parle de batterie, puisque la batterie, voilà, c'est en train de se développer en France, et nous, on voit ça comme un levier pour vraiment améliorer la rentabilité de projets photovoltaïques. Et ce levier, on peut l'utiliser grâce à l'agrégateur. Donc je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est un agrégateur d'énergie, mais c'est un acteur qui va être capable de pouvoir, à distance, piloter soit de la production, soit des charges pour venir apporter de la flexibilité au réseau, on a de plus en plus besoin. Et cette flexibilité qu'il va apporter au réseau, elle se rémunère et une partie de cette rémunération va être reversée du coup au client qui a de la production solaire, du stockage d'énergie ou autre. Pourquoi il y a de plus en plus besoin d'agrégateurs? Parce qu'aujourd'hui, l'énergie est de plus en plus intermittente. Notre capacité énergétique est de plus en plus intermittente, notamment via l'énergie renouvelable, donc l'éolien, le photovoltaïque. On sait que ça ne produit pas forcément tout le temps quand on veut. Donc le fait qu'elles soient intermittentes, ça vient plus ou moins impacter les réseaux, qui a besoin de s'équilibrer de plus en plus. Et il y a un autre facteur qui fait que ces réacteurs sont de plus en plus incontournables, c'est que nos équipements électriques sont de plus en plus connectés. Donc comme ils sont de plus en plus connectés, on va pouvoir piloter et du coup agir, enfin, et du coup le fait de pouvoir les piloter, ça va apporter de la flexibilité au réseau et c'est ce que demande le réseau électrique. Donc l'agrégateur, comme vous voyez ici, c'est vraiment un acteur qui vient se positionner entre des capacités de production, des capacités de stockage via des clients finaux, via des équipements électriques. Donc l'agrégateur va pouvoir piloter soit une centrale de photovoltaïque de production, soit un bâtiment industriel, ou soit bien piloter des batteries pour pouvoir, à la demande du réseau et d'RTE, venir faire des opérations d'équilibrage, par exemple, donc optimiser le réseau. Cette capacité de flexibilité qu'apporte l'agrégateur, il se fait rémunérer. Je veux bien que tu aies une Yasmine sur la slide d'avant, s'il te plaît. Il se fait rémunérer via l'acteur RTE et cette rémunération, il la partage avec le client final, donc qui a potentiellement une installation de batterie ou photovoltaïque. Donc c'est vraiment un cercle vertueux entre le client final qui a les équipements électriques qui sont connectés, l'agrégateur qui va pouvoir venir piloter ces équipements, et à côté on a le réseau qui demande ce pilotage-là. Et donc le fait de venir piloter, on se fait rémunérer, l'agrégateur a une rémunération qui partage avec le client final. Et donc, les batteries apportent cette flexibilité dans deux sens. La batterie va pouvoir venir absorber de l'énergie quand le réseau est déséquilibré. Donc, on va venir potentiellement charger la batterie qui va faire tampon et du coup venir équilibrer le réseau. Ou dans l'autre sens, quand le réseau a besoin qu'on coupe de la charge pour le rééquilibrer, la batterie donc, va pouvoir couper des charges du client et c'est la batterie qui prend le relais au niveau local pour ne pas perturber l'activité de votre client. Et donc tout ça, ça peut se rémunérer. Donc la batterie, elle apporte la flexibilité et une source de revenus via autoconsommation. Donc ça, vous connaissez, je pense, via un décalage de consommation possible. Et via l'agrégateur, il vient apporter la flexibilité qui du coup se rémunère, comme on l'a vu juste avant. Et on estime aujourd'hui, donc c'est une fourchette moyenne, que par tranche de 100 kWh de batterie installée, on peut générer par an environ 12 000 euros de revenus.
Et ces 12 000 euros de revenus-là, il y a une partie qui est fixe et une partie qui est variable. Donc, qui peut dépendre du besoin d'RTE à l'instant T et qui dépend de l'installation de client. Donc, vous voyez, ces 12 000 euros-là, par 100 kWh de batterie, vont pouvoir venir grandement améliorer la rentabilité de votre projet et pouvoir apporter plus de profitabilité à votre client final, qui est l'installation de batterie ou de batterie et de PV ou simplement de photovoltaïque. Et donc nous, chez Amara, on est en train de mettre en place un écosystème de partenaires qui vont pouvoir vous accompagner sur ce sujet-là et vous permettre de venir mettre en place ces sujets d'agrégation chez vos clients. Je passe maintenant la parole à Innovate pour la partie du coup produit et batterie Huawei. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. On Oui, t'entend on bien. t'entend. Ok, Oui. parfait. Alors, je vais partager mon écran, ça va être plus simple. Euh, Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, 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 on Ok, voit bien ton écran. parfait. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Et merci à Mara pour l'invitation. Donc, je suis Johnny Ferra, je suis Solution Manager et spécialiste stockage chez Innovate Power. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble l'écosystème CNI de chez Huawei et plus particulièrement la nouvelle solution de stockage CNI. Donc, on abordera premièrement les produits de la gamme, leurs caractéristiques techniques, et ensuite on parlera de la batterie et des différents scénarios d'application et de mise en œuvre de ce type de système-là. On va aborder aussi les aspects de sécurité et les enjeux de ce type de projet. L'objectif, c'est vraiment de vous donner une vision claire de la solution, des nouveautés, et pour par la suite, si vous avez des questions, on puisse y répondre à la fin de la présentation. Hop. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vous propose de vous parler rapidement de Innovate. Donc, alors Innovate, c'est une entreprise qui a été fondée en 2012 et qui est à l'origine spécialisée dans la distribution de produits connectés et qui a su au fil des années se diversifier jusqu'au déploiement en 2023 de Innovate Power, qui est la partie spécialisée dans la distribution de solutions dédiées à la transition énergétique. Donc aujourd'hui, Innovate est décomposé en deux segments majeurs, Innovate Connect et Innovate Power. Innovate Connect, c'est vraiment l'activité de cœur du groupe qui est chargée de la distribution de produits connectés auprès des grandes enseignes de vente, qu'elles soient physiques ou digitales, avec différentes typologies de produits. Donc ça va du smartphone à la tablette, en passant par exemple par les équipements de mobilité urbaine. Et on a Innovate Power, donc, qui est spécialisé dans la distribution d'équipements de transition énergétique à destination des professionnels et qui regroupe aujourd'hui 4 typologies de produits. Donc le photovoltaïque avec la marque Huawei, les pompes à chaleur avec la marque TCL, les drones professionnels avec la marque DJI Enterprise et plus récemment les robots humanoïdes et quadrupèdes de la marque Unitree. Pour revenir un peu sur notre rôle et statut auprès de Huawei, donc c'est souvent un point qui n'est pas très clair. Il faut savoir que nous, en tant qu'Innovate, on occupe un rôle de master distributeur, qui est une méthode de distribution qui est assez particulière, puisqu'on est un intermédiaire supplémentaire entre le fournisseur qui est Huawei et les revendeurs spécialisés. C'est une structure qui offre de nombreux avantages, que ce soit pour la marque, mais également pour nos partenaires, puisque en plus de mettre à service notre expérience en termes de distribution, on organise également des formations techniques, on accompagne également nos partenaires dans les demandes techniques avant-vente, avec des prescriptions, des dimensionnements, etc. Et on assure évidemment la distribution des équipements. Et on a également une hotline qui va permettre de faire la gestion du premier niveau de SAV, qui est vraiment une hotline dédiée, gérée par Innovate, qui est différente de la hotline de chez Huawei et qui a été lancée en début d'année dernière et qui permet aujourd'hui d'accompagner les installateurs sur site, que ce soit sur des mises en service ou sur la résolution de problèmes plus complexes. En ce qui concerne notre effectif, sur la partie PV, donc l'équipe Innovate, elle est basée à Courbevoie en région parisienne pour en sa majorité, mais on possède également des bureaux à Lyon et à Sifour. Donc on représente aujourd'hui une équipe de près de 20 personnes pour la gestion de toutes les opérations, avec 3 personnes pour la solution, 3 personnes pour le service, donc pour la hotline, et 8 personnes pour la partie sales et marketing et 5 personnes pour la supply. C'est une structure qui aujourd'hui nous permet d'assurer un service qui est efficace, réactif, mais qui est surtout adapté aux besoins spécifiques de nos partenaires.
Pour revenir sur notre service après-vente, donc si vous rencontrez des soucis lors de mise en service ou lors d'installation sur site, n'hésitez pas à nous contacter sur ce numéro ou cette adresse mail-là et vous aurez nos ingénieurs de chez nous qui seront capables de répondre à toutes vos demandes. Et donc la hotline est ouverte de 9h30 à 17h30. Donc n'hésitez pas. Donc je vous propose d'attaquer le vif du sujet. Donc on va commencer par la présentation sur la gamme CNI. Donc chez Huawei, chaque segment va posséder son propre écosystème qui va inclure des onduleurs, du monitoring, du stockage, etc. Pour le segment CNI, on va distinguer deux types de tertiaires, le tertiaire à petite échelle et le tertiaire à grande échelle. Dans le tertiaire à petite échelle, on va retrouver les onduleurs de la gamme MB0 de 12 à 25 kg qui ont la particularité d'être hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont compatibles avec les solutions de stockage résidentiel en DC coupling, donc la Luna 2000 S0 et la Luna 2000 S1. Et elles sont relativement intéressantes puisqu'elles vont permettre, en fait, via deux ports de batterie, de pouvoir faire du stockage de moyenne envergure. Donc, on va pouvoir monter jusqu'à 250 kWh de stockage en configuration plug and play. Donc, c'est une bonne alternative à la batterie CNI qu'on va présenter par la suite. On va retrouver également la gamme M3 qui inclut des onduleurs de 30, 36, 40 et 50 kg qui sont non hybrides, c'est-à-dire qui ne sont pas compatibles avec la solution de stockage résidentiel, mais qui sont compatibles avec les optimiseurs, donc soit les Sun 2450, soit les 600. Et également, ils peuvent être compatibles avec les Merck 1100 et 1300, ou alors pouvoir les deux pour certaines références. Donc, je vous invite à vous référer au manuel si vous n'êtes pas certain de la compatibilité. Ces optimiseurs-là, ils vont permettre en fait de combiner les avantages du micro-onduleur et de l'onduleur centralisé avec évidemment une amélioration de la production face aux ombrages, aux mismatchs, etc., qui est un peu la fonctionnalité de base, mais également ça va permettre le monitoring panneau par panneau et aussi le rapid shutdown qui est aujourd'hui de plus en plus demandé, notamment pour les projets sur ERP par exemple. Pour la version Sun 2000, on est sur des optimiseurs monopanneaux et pour la version Merck, on est sur des optimiseurs duopanneaux, c'est-à-dire qu'un optimiseur va être capable de faire la gestion de deux panneaux. On retrouve également des appareils de communication qui permettent de faire remonter les informations de production ou de consommation si vous avez un compteur via la plateforme Fusion Solar. Et il existe deux versions, donc la version WLAN-FE et la version 4G. La version WLAN-FE, elle va permettre une communication en Wi-Fi ou en Fast Ethernet. Et la version 4G, elle va permettre la communication via réseau mobile, via l'ajout d'une carte SIM. Donc en tertiaire, on sait que on va pouvoir envisager soit de faire de l'autoconsommation ou alors de l'injection totale. Si on fait de l'injection totale, donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'autres appareils, mis à part de l'onduleur et d'un appareil de communication pour le monitoring. Par contre, si on opte pour faire de l'autoconsommation, là, on va préconiser généralement d'ajouter un compteur qui va permettre en fait d'obtenir la visibilité sur les consommations du client. Donc, dans ce contexte-là, on va retrouver également des compteurs dans la gamme, le DTSU 666H, qui est le plus intéressant pour le tertiaire à petite échelle, puisque c'est un onduleur triphasé avec des tors qui possèdent un courant primaire de 250 ampères, ce qui est largement suffisant pour ce type de projet-là, sachant que ce compteur-là, il est livré avec ses tors, ce qui n'est pas le cas de tous les compteurs, comme on va le voir ici. Donc, pour le grand tertiaire, on va retrouver des onduleurs, donc les onduleurs 100 KTL, M2, qui délivrent 110 kVA, et les onduleurs 115 M2, qui, eux, délivrent 125 kVA. Et on a également la nouvelle gamme, qui est la gamme 150 KTL MG0, qui sont des produits, je dirais, qui sont idéaux pour des projets de 100 à 500 kg. En termes de communication, pour ces onduleurs, donc, ils restent compatibles avec les smart dongles Wi-Fi et 4G, mais avec le smart logger également, qui est le data logger de la solution qui est proposée par Huawei et qui va permettre de faire la gestion intelligente de la centrale plutôt que de faire uniquement de la supervision. Ça va permettre notamment l'installation de capteurs, par exemple,
de stations météorologiques, où ça va permettre de connecter la centrale à un automate, ou de faire par exemple la gestion dynamique du facteur de puissance de l'installation. Donc c'est vraiment pas un équipement qu'on va chiffrer à la légère, je dirais. Si vous avez uniquement besoin de faire du monitoring, on va vous conseiller plutôt d'opter pour un dongle qui sera moins cher, simplement. En dernier, on va retrouver la nouvelle batterie, la Luna 2215 Series, à refroidissement hybride, donc liquide et air, qui est disponible en 215, 161 et 107 kWh, et qui a un réel bond en avant par rapport à l'ancienne génération de batterie, que ce soit en termes de sécurité ou en termes d'installation ou de performance. En ce qui concerne les nouveautés pour l'année 2026, donc on va avoir le remplacement de la gamme M3 de 30 à 50 kg par une nouvelle gamme qui sera les Sun 2000 30, 40 et 50 MC0 qui devrait arriver courant Q1 2026 et qui apporte plusieurs améliorations, notamment au niveau des parafoudres intégrés par défaut qui passent de type 2 à type 1 plus 2 par défaut. On a également l'AFCI qui va être amélioré. Donc, l'AFCI, c'est la détection d'arc électrique au DDC, qui passe de 200 mètres de détection de câbles linéaires à 450 mètres. Pour en Q2 2026, on devrait voir arriver également une nouvelle capacité de batterie, vers avril 2026 normalement, qui passe de 215 kWh à 241 kWh, avec notamment l'intégration de nouvelles cellules de 314 ampères-heure. Un nouveau data logger également est prévu pour Q2, donc ce serait le Smart Logger 5000B qui offre toutes les fonctionnalités de l'ensemble des Smart Loggers 3000 qui existent aujourd'hui, donc le A, le B, le C, et qui possède une entrée MBUS et qui intègre également les mesures de tension et les mesures de courant via l'ajout des tors sur le logger directement, entre d'autres fonctionnalités. Et en fin d'année, on devrait voir arriver un autre data logger qui est le Smart MGC 5000B, qui lui est un contrôleur microgrid qui va prendre en charge le on-grid, le off-grid et le off-grid pur, et qui intègre des interfaces de communication fibre, Fast Ethernet, MBus, RS485, et il a aussi la particularité de posséder des ports DI en 230 volts, ce qui peut permettre de piloter certains appareils sans passer par l'utilisation de relais. Et il va disposer également de plus d'entrées dédiées pour la batterie CNI et d'un compteur intégré. Et il va assurer également la détection de perte de réseau automatiquement. Donc, c'est des produits pour lesquels on n'a pas forcément encore toutes les informations détaillées. Mais évidemment, dès qu'on les aura, on vous les communiquera. Pour en venir sur les gammes existantes, donc on a la gamme 150 KTL MG0 qui existe en deux versions. Donc la version Sun 2000 dont la fiche technique est juste ici et qui est non compatible avec la technologie optimiseur. Et la version Sun 5000 qui est compatible justement uniquement avec les optimiseurs en configuration totale. C'est-à-dire que chacun des panneaux doit être piloté par un optimiseur. Sinon, l'onduleur ne pourra pas démarrer. On a, avec ces modèles-là, une puissance de 165 kVA et on passe de 10 MPPT, 2 entrées par MPPT, soit 20 entrées au total pour la gamme M2, à un onduleur avec 7 MPPT, 3 entrées en parallèle, donc 21 entrées au total. On va passer également de 15 ampères à 16 ampères, ce qui va permettre une compatibilité avec une plus grande variété de panneaux disponibles sur le marché. Ici, on va retrouver la fiche technique de la version Sun 2000, qui est compatible uniquement avec les optimiseurs, comme on l'a dit, mais avec les optimiseurs CNI, donc les Merck 1100 et 1300. Et comme on l'a dit, il ne fonctionne que en full optimiseur, donc il n'y a pas de configuration partielle qui est possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va retrouver en bas de la fiche produit le tableau des configurations des strings et des optimiseurs. Et ils vont vous indiquer très clairement le nombre minimum et maximum d'optimiseurs par string et la puissance max DC tolérable à respecter. Donc je vous invite à vérifier les configurations en suivant ce tableau-là. Pour tous vos projets qui incluent cet onduleur-là ou n'importe quel projet avec optimiseur. Et si vous avez des questions, que vous n'êtes pas certain d'une configuration, je vous invite à vous rapprocher d'Amara ou de nous, qui sauront vous guider sur la configuration idéale pour votre projet. La particularité de cet onduleur par rapport
PNI en 400 volts, ça va être la présence du SSLD, donc le Smart String Level Disconnection, soit la déconnexion intelligente au niveau des chaînes, qui est une fonctionnalité qui va permettre en fait d'automatiser plutôt le fonctionnement du DC switch lorsqu'il y a un problème qui intervient sur l'installation, comme par exemple des courts-circuits ou des courants de retour. Jusque-là, pour les autres onduleurs de la gamme et même pour les autres onduleurs de chez nos concurrents, le DC switch est normalement mécanique et il nécessite donc l'intervention d'une personne pour son déclenchement ou réenclenchement. Une autre particularité de ce modèle-là, c'est la présence d'une protection AFCI de niveau 4. Donc l'AFCI, comme on l'a dit, c'est l'Arc Fault Circuit Interrupter, et qui est une technologie boostée par de l'intelligence artificielle et qui est intégrée dans la plupart des onduleurs de la gamme de chez Huawei et qui permet la détection d'arcs électriques côté DC et qui peuvent être dus par exemple à un mauvais câblage, un câble endommagé ou mal serti. Et l'onduleur, il va être capable de détecter cet arc et il va émettre une alarme. Et au bout de 5 alarmes en moins de 24 heures, le système va s'arrêter. Et là, il faudra que l'installateur se rende sur site pour corriger le problème et relancer le système. Une autre fonctionnalité pour ce modèle, c'est donc pour le modèle MG0, la présence de capteurs de température qui vont permettre de détecter la surchauffe. À noter que une mauvaise connexion des bornes peut entraîner une surchauffe qui peut faire fondre le connecteur ou voire provoquer un incendie. Donc ça peut être dû à un mauvais sertissage, l'utilisation d'une mauvaise pince par exemple. Et c'est une fonctionnalité qui, dès lors qu'on va sortir de la plage de fonctionnement standard de l'onduleur au niveau des connecteurs, va y mettre une alarme ou arrêter le système pour éviter que le défaut ne se propage. Ici, on va retrouver nos compteurs, donc le DTSU 666H, 250 ampères, qu'on a déjà abordé et qui est fourni avec ces TOR. Et on va retrouver également le DTSU 666HW, qui est un compteur qui est utile pour des projets où le 250 ampères ne sera plus suffisant. En général, on considère que c'est tous les projets au-delà de 170 kg. C'est un compteur qui peut être utilisé en mode traversant jusqu'à 80 ampères, mais au-delà, il faudra ajouter des tors qui ne sont pas fournis. C'est à l'installateur de les sourcer, et pour le choix de ces tors-là, donc il y a quelques règles à respecter, comme le courant primaire. Donc il faut s'assurer qu'il soit adéquat, sachant que ce compteur-là, il peut mesurer des courants qui vont jusqu'à 6000 ampères. Il faudra respecter également le courant secondaire qui doit être de 1 ou 5 ampères et une classe de précision d'au moins 0,5. Et normalement, si tous ces critères-là ils sont respectés, vous pouvez installer les tors sur ce compteur-là sans aucun souci. On va passer maintenant à la présentation de la batterie, donc de la BESS. Mais avant, je vous propose, je pense qu'il est bon de rappeler que pourquoi aujourd'hui on considère le stockage comme... pourquoi est-ce qu'on considère le stockage comme un vrai levier stratégique et un nouveau business model pour les acteurs du photovoltaïque. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le marché du photovoltaïque français a connu un tournant majeur avec la fin du S21 et qu'on est passé sur un système d'appel d'offres simplifié qui est plus compétitif, plus contraignant, avec des volumes limités, des prix plafonnés, des critères bas carbone, des dépôts de garantie, etc. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux projets ne passent plus la barre de la rentabilité. Les chiffres de la première période nous le montrent d'ailleurs très clairement. Les demandes de raccordement sur le segment 100 et 500 kW crête se sont effondrées avec une chute attendue d'environ 50% des mises en service en 2027. C'est dans ce contexte-là, justement, qu'il est évident que le modèle basé uniquement sur la vente d'électricité ne suffit plus. Et donc, le marché se tourne vers de nouvelles approches, comme par exemple l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective, le solaire piloté, mais également le stockage qui permet de valoriser en fait localement l'énergie, qui permet d'optimiser les économies et de créer de nouvelles sources de revenus, et notamment en passant par des agrégateurs, par exemple.
Donc, la batterie Luna 2000 215 Series, c'est donc la deuxième génération de produits dans la gamme de chez Huawei. Donc, c'est une batterie à refroidissement liquide et qui est faite pour être installée 100% en extérieur. Elle est disponible en trois déclinaisons, à savoir 215 kWh, 161 kWh et 107 kWh. Elle fonctionne en couplage DC, ce qui veut dire qu'elle va être livrée avec son propre onduleur intégré qui est spécialement conçu pour gérer sa charge et sa décharge. Donc, c'est vraiment pas un onduleur photovoltaïque, mais c'est bien un onduleur chargeur qui est dédié à cette fonction-là. On a, même si, on a, même si on est en couplage DC et en couplage AC et pas en couplage DC, il reste tout à fait possible d'associer une centrale photovoltaïque pour faire de l'autoconsommation. Donc, c'est vraiment pas un problème. Cette batterie nouvelle génération, elle est composée d'un module unique qui est livré prêt à l'emploi avec tous les composants qui sont déjà préinstallés, donc les packs de batterie, PCS, etc. Et il y a juste le câblage vers le réseau à réaliser. Et on estime qu'aujourd'hui, si la dalle est coulée et que les fourreaux sont en place, on peut faire le déploiement de ce type de système-là en une journée. C'est tout à fait possible. L'un des atouts majeurs de cette batterie, il va résider surtout dans sa sécurité, qui a été particulièrement travaillée dans cette nouvelle version-là, donc on l'abordera plus tard dans la formation, et également en termes de performance, puisqu'elle affiche un rendement RTE qui représente les pertes lors de la charge et de la décharge, puisqu'on sait que si je charge 1 kWh dans ma batterie, elle sera incapable de restituer 1 kWh. Il y a toujours des pertes qui se font. Et ces pertes-là, pour cette batterie, elles sont estimées à 91,3% à 0,25C. Donc, ce qu'on appelle 0,25C, c'est le ratio entre la puissance de charge et la capacité de la batterie. Et 0,25C, ça veut tout simplement dire que la batterie, elle présente ses meilleures performances lorsqu'on décharge à 50 kW. Au niveau de la garantie, la batterie, elle est garantie pendant 10 ans. Si elle est connectée à Fusion Solar, et c'est extensible de 5 années supplémentaires, donc on peut arriver jusqu'à 15 ans de garantie maximum avec ce type de système, avec une durée de vie qui est estimée à 7300 cycles, jusque 60% de SOC. À noter que la garantie de base, si on ne connecte pas la batterie à Fusion Solar, elle est de 2 ans, et dès lors qu'on la connecte à Fusion Solar, donc là, on passera sur une garantie de base de 10 ans. On a également le système de refroidissement qui devra être remplacé au bout de 10 ans, sans remplacement du liquide de refroidissement avant le remplacement de la pompe à chaleur. Et sachant que le liquide, c'est un liquide qui est exclusivement fourni par Huawei et qui est un mélange de glycol. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations si on peut utiliser un autre fluide. A priori, il faut passer par le fluide de chez Huawei. Si on va plus en détail dans la solution, on va retrouver également plusieurs éléments qui constituent cette batterie. Donc, en premier lieu, on va avoir le cabinet, qui est l'enveloppe de la batterie, qui est IP55. Donc, c'est une batterie qui est vraiment conçue pour une installation en extérieur. On ne considère pas du tout une installation en intérieur pour ce type de système-là. Le deuxième élément le plus important, ça va être les packs de batterie, puisque ce modèle, il peut comporter jusque 4 packs de batterie, et selon la capacité de batterie que vous aurez, vous allez avoir soit 2 packs de batterie installés pour la version 107 kWh, 3 packs pour la version 161 kWh, et 4 packs de batterie pour la version 215 kWh. On va retrouver également le PCS qui va jouer un rôle essentiel dans la gestion d'énergie, puisque comme on l'a dit, c'est un onduleur qui est spécifiquement conçu pour gérer la charge et la décharge de la batterie. Donc il va avoir une entrée DC, une entrée AC, et en fonction de s'il est en mode de charge ou en mode de décharge, il va faire soit de la conversion AC-DC, soit de la conversion DC-AC. Et c'est justement à travers ce PCS-là que la batterie va se raccorder au réseau. En dernier, on va retrouver le système de refroidissement hybride, donc air plus liquide. Donc, on dit refroidissement liquide puisque on va pouvoir faire du refroidissement liquide et également en parallèle faire du refroidissement par air, donc selon les plages de température dans la batterie et également les plages de température extérieure. Pour aller un peu plus en détail dans les composants de la solution, donc
Pour ce qui est du PCS, on est sur un système en 400 volts qui est raccordé directement sur le réseau basse tension avec 3 phases et un neutre, ce qui veut dire qu'on va pouvoir s'adapter sur n'importe quel régime de neutre, ce qui n'était pas forcément le cas de la version précédente qui possédait pas de neutre, alors qu'aujourd'hui on sait que Enedis exige la présence du neutre pour les règles de découplage. Une autre nouveauté de ce PCS-là, c'est aussi la sortie asymétrique, ce qui veut dire qu'on est capable de décharger ou de charger une puissance différente sur chaque phase. Ça va permettre de maximiser l'autoconsommation sur des sites où on est en zéro injection, par exemple. Et ça va permettre également de faire du off-grid sans transformateur d'isolation, puisque la batterie n'a pas besoin on n'a pas besoin de rajouter un transformateur en plus pour gérer ce déséquilibre-là, puisque le PCS est capable de gérer tout seul. Pour les packs de batterie, donc comme on a dit, ce sont des packs de 50 kWh. Donc c'est du lithium fer phosphate, puisqu'aujourd'hui c'est la technologie qu'on connaît le mieux et qui est la plus sûre. Dans ces packs-là, on va avoir des cellules de 280 ampères et on a 60 cellules par pack de batterie. Donc c'est des cellules qui ont la particularité d'être complètement étanches, donc IP65, et qui vont posséder un système d'équilibrage automatique avec un système d'optimiseur. Donc en fait, ça va fonctionner un peu comme les optimiseurs de panneaux pour les centrales photovoltaïques. Donc on va être capable de la question du mismatch entre les différents packs de batterie, puisqu'on sait aujourd'hui que pour X ou Y raison, au bout de quelques années, on peut avoir des pourcentages et des niveaux de SOH différents entre les packs de batterie. Et justement, cet optimiseur-là, il va permettre de faire la gestion des packs de batterie indépendamment les uns des autres, qui va empêcher que les packs les plus usés n'impactent les autres, ce qui va permettre d'augmenter le rendement global du système. Pour le refroidissement, donc, ce refroidissement-là, il va être assuré par ce qu'on appelle un routeur thermique intelligent et qui va être capable de déterminer en fonction des températures internes de la batterie, mais également des températures extérieures, quel est le mode de chauffe ou le mode de refroidissement qui est le plus adapté. Donc, dans le cas où on est sur une température moyenne, par exemple, le routeur il va privilégier le refroidissement par air, où on va dissiper par ventilation les calories qui sont dans le fluide. Dans des cas de température extrême, je dirais, là on va être capable d'utiliser à la fois le refroidissement liquide, donc avec la pompe à chaleur qui va réguler la température du fluide, et d'utiliser en simultané le refroidissement par air pour garantir le refroidissement total des cellules et de la batterie. Également, dans des conditions de froid extrême, dans ce cas-là, on va être capable de chauffer les cellules via un système de chauffe qui est intégré, ou alors on va pouvoir exploiter le PCS, puisqu'on sait que quand le PCS fonctionne, il va émettre de la chaleur, et cette chaleur-là, on va être capable d'exploiter une partie pour chauffer la batterie. Ou soit, tout simplement, on va pouvoir passer par le chauffage via la pompe à chaleur, qui est également envisageable. Le but, c'est vraiment de maintenir une température idéale pour optimiser les performances des cellules, peu importe les conditions extérieures, mais également d'optimiser au mieux la consommation d'énergie qui est dédiée au refroidissement et au maintien des températures des cellules, sachant qu'aujourd'hui, ce refroidissement-là et ce maintien de température, c'est la grande majorité des consommations auxiliaires de la batterie. Donc, c'est un réel enjeu et c'est ce sur quoi ce refroidissement et ce routeur thermique-là se basent pour déterminer le mode qui est adéquat à toute situation. En termes de sécurité, donc sur cette batterie, on va retrouver ce qu'on appelle une architecture C2C, qui veut dire de la cellule jusqu'au point de consommation. Donc, on va avoir un monitoring de la sécurité à tous les niveaux, du niveau électrique au niveau thermique. Donc, au niveau électrique, on va retrouver de la surveillance des cellules. Donc, on va être capable de mesurer l'ensemble des données au niveau de chaque cellule, donc que ce soit le SOC, le SOH, courant, tension, température, etc. Et on va pouvoir les remonter en cloud via le système de monitoring.
On va avoir également une isolation électrique des packs de batterie et des cellules qui va permettre d'éviter que l'électrolyte d'une cellule vienne corroder les cellules avoisinantes, par exemple. Et on va retrouver évidemment des organes de coupure à tous les niveaux qui vont permettre d'isoler les différentes parties de la batterie lorsqu'on a un défaut électrique. Au niveau de la sécurité thermique, donc là, on va avoir plusieurs dispositifs qui sont mis en place dans la batterie. Donc, on va avoir l'isolation thermique des cellules, puisque toutes les cellules de la batterie, elles sont isolées par des plaques en céramique, justement pour prévenir de la diffusion thermique et de l'emballement thermique. Puisqu'on sait que quand une cellule aujourd'hui part en emballement thermique, elle va libérer un gaz qui est inflammable, et ce gaz-là, il va falloir l'évacuer de la batterie pour éviter une surpression dans la batterie. Et donc, chaque pack de batterie est équipé d'une soupape de sécurité à l'arrière qui vont extraire via un conduit dédié ces gaz-là, tout en évitant l'apport d'oxygène dans la batterie. La solution, elle intègre également des systèmes d'extinction qui sont intégrés pour prévenir de tout départ d'incendie et aussi une trappe de dépressurisation pour prévenir justement des risques de surpression dans la batterie en relâchant tous les gaz par le haut. Donc l'ensemble de ces systèmes de sécurité, ils font l'objet de rapports et de certifications que Huawei a co-réalisés avec le laboratoire TÜV en Allemagne, et ils couvrent la résistance à l'incendie, l'emballement thermique, la trappe anti-explosion, etc. Donc on dispose aujourd'hui de plusieurs rapports officiels et qu'on peut vous partager à vous directement ou à vos assureurs, parce que ce sont des éléments déterminants pour faire accepter ce type de produits sur le marché. Donc la batterie, elle est également certifiée UL 9540A, qui est vraiment le certificat de référence pour tous les tests d'emballement thermique et qui est également une clé dans l'évaluation du risque par les assureurs. Donc c'est grâce à ces certifications-là que notamment dans des pays, il y a même des primes d'assurance qui sont plus avantageuses lorsqu'on installe des batteries de la marque Huawei. Ensuite, l'installation en elle-même, elle représente un point d'attention important pour les assurances, puisqu'on a des règles d'installation à respecter, des distances minimales, etc., envers les bâtiments, la végétation, les obstacles, etc. Tout ça, il faut le vérifier et tout est indiqué dans le manuel. Et sachant que pour son installation, la batterie, elle fait 2,8 tonnes. Donc, il faut avoir un support qui est capable d'assurer cette charge-là avec une dalle béton adaptée, puisqu'elle ne peut pas être posée sur un enrobé de parking, par exemple. Et au niveau de la dalle, pareil, Huawei met à disposition des plans de dalle pour garantir justement une conformité structurelle et faciliter l'acceptation assurantielle du projet. Donc, c'est également des éléments qu'on peut vous transmettre. Pour une configuration PV plus ESS, donc on va avoir nos onduleurs PV qui vont être accordés en 400 volts sur un TGBT et également RS485 au Smart Logger qui va remonter toutes les informations via Fusion Solar, ce qui va permettre d'assurer le monitoring de l'installation. À savoir que on peut également utiliser des onduleurs de marque tierce pour installer cette batterie, mais dans ce cas-là, il faudra passer par un EMS tiers. Les batteries, elles vont être raccordées sur le TGBT en AC en 400 volts et elles vont communiquer également avec le Smart Logger en Ethernet ou en fibre optique. Et on va ajouter à cela un compteur qui va permettre de mesurer et de faire le pilotage de la batterie. Au niveau des onduleurs compatibles, donc on va avoir tous les onduleurs de la gamme en CNI, donc de 30 à 150 kg. On va être capable de mettre jusque 20 batteries et 30 onduleurs par point d'injection. Au niveau de la communication, il va falloir passer par un Smart Logger. Donc les Smart Logger 3000A, B et C sont compatibles, même s'ils ont différentes fonctionnalités entre eux. Je vous invite à vous renseigner via les manuels. Et également, il va falloir passer par ce compteur-là, qui est en fait le compteur HW de la gamme qu'on a présenté plus tôt et qui n'est pas, comme on l'a dit, qui n'est pas vendu avec Cetor, donc il faudra les sourcer. Au niveau de Fusion Solar, donc on va avoir le même monitoring que pour des installations avec PV, sauf qu'on va avoir la batterie en plus, et ici on va avoir accès à plus d'informations donc sur les températures des cellules, le SOH de chaque pack, etc. Au niveau des modèles économiques, donc aujourd'hui en France, donc
En France, on va voir surtout les trois premiers modèles économiques, à savoir l'autoconsommation, le time of use et les traitements de pointe. Mais on a d'autres pays en Europe ou dans le monde dans lesquels on va pouvoir également faire ces trois modèles économiques-là, à savoir le renforcement réseau. Donc, on va éviter de remplacer un transformateur, qui est une opération qui coûte souvent très cher. Et on va à la place juste venir ajouter une batterie qui va permettre en fait eh bien, d'éviter de passer à un transformateur de puissance supérieure. On va pouvoir également rendre des services réseau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir charger la batterie lorsqu'il y a trop d'électricité prévue sur le réseau, et on va pouvoir la décharger lorsqu'il n'y a pas assez d'énergie prévue sur le réseau. Il y a des agrégateurs ou le gestionnaire de réseau. Et on va pouvoir également faire des cas en off-grid et en backup. C'est aussi des cas qui sont envisageables. Par contre, c'est vraiment des procédures qui sont relativement longues euh, et qui ont besoin de l'aval de Huawei pour ce faire. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire qu'il faudra remplir pour chacun des projets en off-grid ou en backup. C'est côté R&D de chez Huawei qui vont valider ou non le projet. Donc, c'est des procédures qui sont assez lourdes. Et pour illustrer l'intérêt du stockage, donc, on s'appuie ici sur une étude de cas. Donc, pour ce projet-là fait le dimensionnement d'une installation. On avait 320 kW crête avec deux batteries Luna 2215 kWh. Sur un site où la production solaire, elle dépassait nettement la consommation. Donc, dans ce contexte-là, la batterie, elle devient vraiment un vrai levier d'optimisation car on va pouvoir valoriser tout le surplus. Donc, on a opté dans ce cas-là pour un mode de fonctionnement en autoconsommation max, puisque l'écart de tarif entre les heures pleines et les heures creuses, il n'était pas suffisamment marqué pour rendre le déplacement et l'arbitrage tarifaire de l'énergie suffisamment intéressant. Et il n'y a pas de dépassement de pointe, enfin, il n'y a pas de dépassement de la puissance souscrite qui était prévu, donc les traitements de pointe n'avaient pas vraiment d'intérêt ici, puisque c'est vrai que souvent, généralement, pour les traitements de pointe, on a souvent des demandes où c'est demandé, mais ce n'est pas forcément nécessaire, à savoir que la batterie, la façon dont fonctionnent les traitements de pointe aujourd'hui, c'est qu'on va définir par exemple 30% de la batterie qui ne va pas cycler et qui va être dédiée au moment où on a un pic et on va devoir décharger du coup ces 30%-là de la batterie. Ce qui fait que le reste de l'année, on a 30% de la batterie qui ne cycle pas. Donc, c'est vraiment une option où si on n'a pas vraiment besoin de l'écrêtement de pointe parce qu'on paye des pénalités, c'est pas intéressant de le rajouter dans le projet. Et donc ici, concrètement, la batterie, elle va pouvoir permettre d'utiliser davantage d'énergie produite sur place, de limiter les achats sur le réseau au moment les plus coûteux, et ça va permettre d'ouvrir la porte à la valorisation de flexibilité auprès des agrégateurs, par exemple. Ici, l'objectif, c'est de comprendre la valeur économique du stockage. Donc, on regarde uniquement ce que la batterie elle va générer. Donc, ça va être les imports évités, l'arbitrage tarifaire sur les heures pleines, heures closes, si elles sont intéressantes. Et selon les sites, ça peut être des cas plus spécifiques, comme par exemple les tarifs négatifs. Si on regarde pour ce projet-là, par exemple, on voit très bien qu'avec la batterie, on a 36% des consommations du site qui sont couvertes par le stockage, ce qui est un gain direct parce que ce sont autant d'achats réseau en moins, donc une réduction immédiate de la facture. Et pour analyser tout ça correctement, on va suivre plusieurs indicateurs, comme par exemple le taux d'autoconsommation, qui évolue forcément pas de façon linéaire. C'est-à-dire que si je rajoute 430 kWh de capacité et que je gagne 30% d'autoconsommation, ça ne veut pas dire qu'en rajoutant la même capacité, je vais regagner 30%. Ça va dépendre des consommations, du surplus encore disponible, etc. On va regarder également le nombre de cycles, puisqu'en dessous de 0,6, 0,7 cycles journaliers, on va considérer qu'une batterie en lithium n'est pas forcément rentable, puisqu'elle ne va pas cycler de façon suffisamment valorisable, entre guillemets.
Et on va regarder forcément les économies générées, le temps de retour, le SCOS, qui vont donner en fait le coût réel du kilowattheure stocké. Et on va pouvoir le comparer au prix d'achat sur le réseau. Et forcément, si on a un coût qui est plus petit que celui qu'on achète sur le réseau, alors dans ce cas-là, on va considérer que l'ajout d'une batterie est pertinent pour ce projet-là. Et c'est justement la combinaison entre les économies directes, les signaux tarifaires, les revenus agrégateurs, etc., qui permet aujourd'hui de montrer pourquoi le stockage devient un outil économique de plus en plus viable et de plus en plus solide. Merci à tous d'avoir suivi cette formation-là. Je pense qu'on peut passer à la partie des questions. Merci pour ta présentation, Johnny. Oui, du coup, il y a pas mal de questions. Donc, il y a l'une des questions qui est: l'AFCI est-elle capable de détecter les arcs séries et les arcs parallèles? Alors, la fonction AFCI, elle est capable de détecter uniquement les arcs en série pour les onduleurs de chaleur. Et uniquement côté DC, évidemment. Ensuite, on a: si la batterie n'est pas connectée à Fusion Solar, la garantie est 2 ans ou 12 ans? La garantie est 2 ans. Si la batterie est connectée à Fusion Solar, on aura une garantie standard de 10 ans. Par contre, si elle n'est pas connectée, donc on va avoir uniquement 2 ans de garantie, extensible de 5 années supplémentaires également. Et enfin, on a: quelles sont les plages de température dans lesquelles la batterie ne pourra pas atteindre 100 kW, sa puissance nominale, lors de la charge? Alors ça, j'ai pas le détail, il faudrait vérifier. On a peut-être des documents là-dessus. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à prendre du coup les contacts des commerciaux et puis ensuite échanger par mail sur ces détails-là. Il y a aussi: y a-t-il une version sans PCS pour l'accoupler avec une équipée de PCS si l'on veut augmenter la capacité de stockage sans augmenter la puissance? Alors, j'ai pas la réponse, mais Ok. ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, dès lors qu'on va vouloir augmenter la capacité, aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, si on a une version 107 kWh, on ne va pas être capable de rajouter, par exemple, 1 ou 2 packs de batterie pour augmenter la capacité. On va être obligé de rajouter un deuxième système de batterie pour augmenter la capacité. Donc, ce qui fait qu'on va augmenter forcément le PCS. Ce qui est possible de faire, c'est de brider les PCS pour limiter la puissance en sortie de la batterie. Ça, c'est possible aujourd'hui. On a une personne aussi qui demande si on est obligé de passer par un agrégateur, peu importe le mode de fonctionnement, PV et sans PV. Non, aujourd'hui, il n'y a rien qui oblige à passer par un agrégateur. C'est plus une façon d'optimiser les économies et les revenus liés à la batterie, mais il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. On peut très bien faire de l'autoconsommation avec une batterie et être parfaitement rentable. Donc ça va dépendre des projets. C'est vraiment au cas par cas. Et la dernière question: a-t-on le droit de stocker du réseau en appel d'offres simplifié? De stocker depuis le réseau, c'est-à-dire charger la batterie depuis le réseau, oui, c'est possible. Ce qui n'est pas possible de faire, ou alors il faut une autorisation, ça va être par exemple de réinjecter directement sur le réseau de l'électricité stockée, enfin de l'énergie stockée dans la batterie. Aujourd'hui, il faut des autorisations. Par contre, de pouvoir, par exemple, quand on passe par le time of use, donc l'arbitrage tarifaire, on peut tout à fait recharger la batterie depuis le réseau et puis la décharger uniquement pour alimenter les charges en heure pleine, par exemple. Ça, c'est des choses qui se font. Ok, super, merci. Pour toutes les personnes qui ont d'autres questions, donc n'hésitez pas, vous avez soit le QR code qui vous renverra vers une page de contact, soit les mails directs des commerciaux et des directeurs commerciaux.